Thomas Kelly fendait du bois pour la cheminée quand il entendit d'un bruit de sabots. Il se redressa, une main sur les reins, à 52 ans. Son dos se rappelait à lui de plus en plus souvent, et regarda vers la route. Un cavalier sur un cheval baille approchait de la maison, et Thomas reconnut aussitôt son vieil ami à son chapeau à large bord et à sa posture droite. « Marshall », marmonna-t-il en plantant sa hache dans le billot. « Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir à cette heure ?» Le docteur James Marshall mit pied à terre près du porche et attacha son cheval à la balustrade. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec une barbe grise soignée et des yeux gris perçants qui semblaient déceler le moindre mensonge ou malaise. Ils étaient amis depuis 20 ans, depuis le jour où Thomas était arrivé dans la région et avait acheté son ranch. « Bonsoir, Tom, » dit Marshall en montant sur le porche. « Je ne te dérange pas. Tu ne déranges jamais. » Répondit Thomas en s'essuyant les mains sur son pantalon et en désignant la porte d'un signe de tête. « Entre. Le café vient d'être fait. » Ils entrèrent dans la maison, une spacieuse bâtisse en rondins que Thomas avait construite de ses propres mains 20 ans plus tôt. L'intérieur était propre, mais d'une sobriété de célibataire. Un minimum de meubles, aucune décoration, seulement le strict nécessaire. Dans un coin du salon, la cheminée crépitait, chassant la fraîcheur du soir. Thomas versa du café dans 2 tasses en fer blanc et en tendit une à Marshall. Ils s'assirent à la table, un meuble massif en chêne, fabriqué par le premier propriétaire du ranch. « Qu'est-ce qui t'amène » demanda Thomas en regardant son ami d'un air soupçonneux. Marshall passait rarement sans raison, surtout avant le dîner. « J'étais chez les O'Hara », répondit Marshall en buvant une gorgée de café. La vieille à Madame O'Hara se plaignait net encore de ses rhumatismes. « J'ai décidé de passer te voir en même temps. »« Du mal à te croire, » dit Thomas en plissant les yeux. « Tu as quelque chose derrière la tête, James. Je le vois dans tes yeux. » Marshall eut un petit rire. « D'accord, tu m'as eu. Hier soir, j'étais au saloon de Harrison. On a joué au poker, moi, Harrison, le shérif Cole et le jeune Daniels. La conversation est venue. Moi, sur toi. » Thomas sentit une tension monter en lui. Quand un groupe d'hommes dans un saloon commençait à parler de quelqu'un dans son dos, cela n'augurait jamais rien de bon. Et qu'est-ce qu'il disait ? « Daniel se marie le mois prochain, » dit Marshall lentement, choisissant ses mots avec soin. « Il a 23 ans. Il se vantait d'avoir trouvé une fiancée, de sa beauté. Et puis, eh bien, tu sais comment sont les jeunes. » Il a dit qu'à son âge, c'est assez facile de trouver une femme, mais que passé 50 ans, il n'y a plus aucune chance. Thomas posa lentement sa tasse sur la table. Et tout le monde était d'accord. « Harrison a dit que tu étais bon pour la casse, » grimaça Marshall, comme si les mots eux-mêmes lui étaient désagréables. Que les cheveux gris et les rides n'étaient pas la meilleure recommandation pour une épouse. Cole a essayé de protester, mais Daniels n'en démordait pas. Il disait qu'à 50 ans, un homme n'est bon que pour son Porsche et son fauteuil à bascule. Thomas sentit une vague de colère monter en lui, mêlée à quelque chose de douloureux, de la fierté blessée, peut-être. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant son ranch. 300 acres de terre, une centaine de têtes de bétail, une maison et une grange solide. Il avait bâti tout cela de ses propres mains, travaillant de l'aube au crépuscule. Son dos était encore droit, ses mains fortes et son esprit vif. Oui, il avait des cheveux gris. Oui, il avait des rides au coin des yeux et sur le front. Mais il pouvait abattre le travail de 2 jeunes hommes. Et personne n'aurait osé dire que Thomas Kelly avait baissé les bras. 52 ans, ce n'est pas la vieillesse, dit-il sans se retourner. Je peux encore travailler du matin au soir. Je peux encore débourrer un cheval sauvage. Je peux trouver une femme, acheva Marshall à sa place. C'est bien ça que tu veux dire. Thomas se retourna. Itakito. Et pourquoi pas? Tu penses que Richard, que je suis trop vieux? Je pense que tu es seul, répondit calmement Marshall.
et ça m'inquiète. Je te connais depuis 20 ans, Tom. Tu es un homme bon, travailleur, honnête. Mais tu es seul. Et chaque année, cette solitude devient plus pesante, n'est-ce pas? Thomas voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car Marshall avait raison. Les soirées dans la maison vide s'allongeaient. Le silence pendant le dîner devenait plus lourd. Et quand il se réveillait le matin, sa première pensée n'était pas pour le travail, mais pour le bien que cela lui ferait d'entendre une voix, de voir un sourire, de sentir que quelqu'un n'avait besoin de lui pour autre chose que son rôle de propriétaire de ranch. « Que suggères-tu, Hortu » demanda-t-il enfin. Marshall sortit de la poche de son gilet un journal plié et le déplia sur la table. C'était le Territorial Gazette qui circulait dans tout le comté. « Lis » dit-il en pointant du doigt la section des annonces. Thomas se pencha et lut « Épouse patins par correspondance. Femme respectable cherche hommes honnêtes pour fonder une famille. Correspondance garantie. S'adresser à Kid, agence matrimoniale, Chicago, Illinois. » Il se redressa et regarda son ami d'un air incrédule. « Tu es sérieux ?»« Absolument. Mon cousin au Kansas a trouvé sa femme comme ça. Il y a 5 ans. Maintenant, ils ont 3 enfants et il est plus heureux que jamais. James, c'est pour les désespérés. » dit Thomas en secouant la tête. « Pour ceux qui ne peuvent pas trouver une femme par les moyens habituels. Ou pour ceux qui vivent dans des endroits où il n'y a tout simplement pas de femmes, » rétorqua Marshall. « Regarde autour de toi, Tom. Ici, il y a une femme célibataire pour 10 hommes. Et encore, si on a de la chance, tu n'as tout simplement pas l'occasion de rencontrer quelqu'un. » Thomas regarda de nouveau l'annonce. Quelque chose en lui résistait à cette idée. Chercher une femme par annonce lui semblait humiliant, comme un aveu de sa propre incapacité. Et si elle s'avérait différente, dit-il, choisissant ses mots avec précaution. Si nous ne nous entendions pas, c'est à ça que sert la correspondance, répondit Marshall en s'adossant à sa chaise. Vous vous écrirez, vous apprendrez à vous connaître. Si vos caractères ne s'accordent pas, vous arrêtez tout simplement. Aucun engagement tant que vous n'êtes pas tous les deux sûrs de vous. Thomas resta silencieux, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Une partie de lui, celle qui était encore un homme jeune et fier, criait que c'était une folie. Mais une autre partie, plus calme et plus honnête, murmurait. « Côté, je vais y réfléchir, » dit-il finalement. Marshall hocha la tête, finit son café et se leva. « Ne réfléchis pas trop longtemps, Tom. La vie est courte, surtout dans sa seconde moitié. » Après le départ du docteur, Thomas resta longtemps assis à table, les yeux fixés sur l'annonce. Puis il se leva, s'approcha du miroir au-dessus du lavabo et examina attentivement son reflet. Un visage hâlé par le travail au soleil, avec de profondes rides au coin des yeux. Traces de nombreuses années passées à plisser les yeux sous la lumière vive des prairies. Des cheveux épais mais gris, presque entièrement. Une barbe également grise, soigneusement taillée. Des yeux bruns, encore clairs. Des épaules larges, une silhouette robuste, bien que plus la même qu'à 30 ans. Il faisait ses 52 ans, ni plus ni moins. Bon pour la casse, répéta-t-il à voix haute les mots de Harrison, et ils résonnèrent de manière blessante, douloureuse. Thomas se détourna du miroir et s'assit à la table. Il sortit du papier, une plume et un encrier. Il fixa longuement la feuille blanche. Puis, comme poussé par l'entêtement et une irritation envers lui-même, il commença à écrire. « Chère agence matrimoniale, je vous écris en tant que Thomas Kelly, propriétaire d'un ranch dans le Montana. J'ai 52 ans. Je suis un homme honnête, sobre et travailleur. Je possède 300 acres de terre et une maison solide.
Je cherche une femme respectable pour fonder une famille. L'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le caractère et la volonté de vivre dans un ranch. Respectueusement, Thomas Kelly. Il relut ce qu'il avait écrit 3 fois, corrigea quelques mots, et puis plia la lettre, la scella dans une enveloppe et écrivit l'adresse. Demain, il l'emmènerait au bureau de poste de la ville. Et après on verrait bien. La ville de Millers Ridge se trouvait à 20 miles du ranch de Thomas. C'était une petite localité avec une rue principale, un saloon, un magasin général, un bureau de poste, une église et quelques dizaines de maisons. Le lendemain matin, Thomas sella son cheval Bay, Chester, et s'y rendit. Il avançait lentement, profitant de l'air matinal et de la vue des collines couvertes d'herbes d'automne. Septembre avait été chaud, mais le matin, on sentait déjà la fraîcheur de l'hiver approcher. Il arriva à Millers Ridge vers midi et se dirigea directement vers la poste. Le receveur, le vieux Higgins, somnolait derrière son comptoir, mais se réveilla au son de la clochette au-dessus de la porte. « Ah, monsieur Kelly !» s'exclama-t-il en se frottant les yeux. « Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Vous envoyez quelque chose ?» « Une lettre, » dit Tom en posant l'enveloppe sur le comptoir. « Pour Chicago. » Higgins prit l'enveloppe, regarda l'adresse et eut un petit rire. « L'agence matrimoniale, hein? Eh bien, vous n'êtes ni le premier ni le dernier. Le jeune Peters y a écrit récemment aussi. On dit qu'il a déjà reçu une réponse. » Thomas sentit quelque chose se serrer en lui. Il n'était donc pas seul dans sa quête. C'était à la fois rassurant et troublant. « Combien ?» demanda-t-il sèchement. « 500. » Thomas compta les pièces, fit un signe de tête à Higgins et sortit. Dans la rue, il tomba sur Madame O'Hara, une femme corpulente d'environ 55 ans, au visage rond et bienveillant et aux joues toujours roses. C'était sa voisine. Elle vivait dans un ranch à 3 miles au sud avec son mari et ses 4 fils adultes. « Thomas ?» s'arrêta-t-elle, un panier de provisions à la main. « Comment allez-vous ?»« Bien, Madame O'Hara, dit-il en soulevant son chapeau. Et vous ? Oh, mon dos me fait souffrir, ce maudit rhumatisme. » grimaça-t-elle. « Mais le docteur Marshall m'a donné une nouvelle pommade. Il dit que ça devrait aider. À propos, il est passé vous voir hier. »« Oui, il est passé, » confirma Thomas. « C'est un homme bon, » sourit Madame O'Hara. « Il pense toujours aux autres. Il s'inquiète beaucoup pour vous, Thomas. Il dit que ce n'est pas facile pour vous, seul au ranch. »« Et je m'en sors, » répondit Thomas sobrement. Madame O'Hara le regarda d'un air long et scrutateur. « Vous savez, ma nièce de Philadelphie m'a écrit récemment. Une jeune fille respectable, 28 ans, jamais mariée, institutrice. Elle songe à déménager dans l'Ouest, à chercher une nouvelle vie. Peut-être que je pourrais... » « Merci, Madame O'Hara, mais ce n'est pas la peine. » L'interrompit Thomas aussi doucement que possible. « J'ai déjà entrepris certaines démarches. » Les yeux de Madame O'Hara s'écarquillèrent. « Vraiment ? Thomas Kelly, vous êtes un homme secret. Qui est-elle ? D'où vient-elle » Thomas regretta d'avoir parlé. « Ce n'est pas encore défini. C'est juste une possibilité. »« Ah, je vois !» s'exclama Madame O'Hara, un large sourire illuminant son visage. « J'en suis si heureuse. Vous avez besoin d'une bonne femme, Thomas. Vous êtes seul depuis trop longtemps. Une maison sans femme, ce n'est pas un foyer, c'est juste un toit au-dessus de la tête. » Elle lui tapota le bras et poursuivit son chemin, laissant Thomas avec le sentiment qu'il venait de commettre une erreur. Maintenant, Madame O'Hara allait raconter à tout le monde que Thomas Kelly cherchait une épouse. Et la nouvelle se répandrait dans le comté plus vite qu'un feu de forêt. Il soupira, monta à cheval et reprit le chemin du ranch. La réponse arriva 3 semaines plus tard. Thomas avait presque oublié sa lettre. Ou plutôt, il essayait de l'oublier.
car chaque jour le convainquait un peu plus que c'était une folie. Il imaginait les employés de l'agence rire de sa lettre, de ce vieux fermier qui s'imaginait qu'une femme voudrait lier sa vie à la sienne. Mais lorsqu'il se rendit en ville pour des provisions et passa à la poste, Higgins lui tendit une épaisse enveloppe portant un cachet de Chicago. « Une lettre pour vous, monsieur Kelly, de cette fameuse agence. » Thomas prit l'enveloppe, s'efforçant de ne pas montrer son trouble. Il la glissa dans la poche intérieure de son gilet et sortit, sans même acheter ce pourquoi il était venu. De retour chez lui, il tint longtemps l'enveloppe entre ses mains, n'osant pas l'ouvrir. Finalement, rassemblant son courage, il rompit le sceau. À l'intérieur se trouvaient 2 lettres. La première, de l'agence elle-même, était brève et professionnelle. « Cher Monsieur Kelly, nous vous remercions de nous avoir contactés. Nous avons trouvé pour vous une partenaire potentielle, Mademoiselle Rosalind Thatcher de Boston, Massachusetts. Elle a accepté d'entamer une correspondance. Vous trouverez ci-joint sa première lettre. Si vous souhaitez poursuivre cette relation, veuillez envoyer vos réponses à l'adresse de l'agence. Et nous les lui transmettrons. » La main de Thomas tremblait légèrement en ouvrant la seconde lettre. L'écriture était soignée, arrondie, manifestement féminine. Kotak. Thomas reposa lentement la lettre. 34 ans. Une différence de 18 ans entre eux. Ce n'était pas rien, mais ce n'était pas rédhibitoire non plus. Elle n'était plus une jeune fille, mais une femme adulte qui savait ce qu'elle voulait. Il relut la lettre une fois de plus. Attentif à chaque mot. Que tenir. Elle l'avait prévenu honnêtement dès le début. Pratique. Prête à travailler. C'était une des qualités plus appréciées dans l'Ouest que la beauté. Et quelque chose dans ces mots, dans cette franchise, ce désir d'une vie authentique, trouva un écho en lui. Thomas prit du papier et commença à écrire sa réponse. Quote douzo. Il scella la lettre et dès le lendemain, l'emporta à la poste. Higgins la prit avec un sourire entendu, mais ne dit rien, ce dont Thomas lui fut reconnaissant. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. Et cette attente fut une torture. La réponse de Rosaline arriva plus vite que Thomas ne l'escomptait, à peine 2 semaines plus tard. Cette fois, il n'attendit pas d'être rentré chez lui et décacheta l'enveloppe sur le porche du bureau de poste, ignorant le regard curieux de Higgins. Thomas relut la lettre 3 fois, debout sur le porche. Comme dans la première lettre. Ce petit changement signifiait plus que tous les autres mots réunis. Il plia la lettre, la rangea dans sa poche et se dirigea vers le magasin d'Everett pour faire des provisions. Il devait acheter de la farine, du café, du sucre et quelques autres babioles. Mais sa tête était ailleurs. 52 ans, ce n'est pas la vieillesse, c'est la maturité. Rosaline avait écrit cela avec une telle assurance, comme s'il n'y avait aucun doute. Comme si l'âge était un avantage, et non un inconvénient. Au magasin, Thomas croisa le jeune Daniels, celui-là même qui, au saloon, avait parlé de marchandises déclassées. Le garçon choisissait quelque chose sur les étagères et, en voyant Thomas, lui adressa un large sourire. « Monsieur Kelly, ça fait un bail. Comment vont les affaires au ranch ?»« Normalement, » répondit sèchement Thomas en se dirigeant vers le comptoir. « J'ai entendu dire que vous cherchiez aussi une épouse. » Insista Daniels en le suivant. Madame O'Hara le raconte à tout le monde. Eh bien, bonne chance. C'est vrai qu'à votre âge, ça peut être compliqué. Thomas se tourna lentement vers lui. Daniels était grand, blond, avec un visage lisse encore dépourvu de la moindre ride. Il regardait Thomas avec cette pitié condescendante que les jeunes éprouvent parfois pour leurs aînés. « Daniels, » dit doucement Thomas, « quand vous aurez 52 ans, vous vous souviendrez de cette conversation, et j'espère que vous aurez honte. »
Il se tourna vers le commerçant, Everett, et lui dicta sa liste de courses sans plus prêter attention au jeune homme. Daniels resta là un instant, puis marmonna quelque chose et sortit. « N'y faites pas attention, monsieur Kelly, » dit Everett, un homme d'une quarantaine d'années au visage bienveillant en rassemblant la commande. « Les jeunes ne comprennent pas. Ils pensent que la jeunesse est tout. Mais nous savons que l'expérience a plus de valeur. » « Et nous le savons, » acquiesça Thomas. Mais les paroles de Daniels le brûlaient encore. Il chargea les provisions dans ses sacoches de sel et rentra chez lui plus lentement que d'habitude, méditant sur ce que Rosaline avait écrit. Elle l'interrogeait sur le Montana, sur les couchers de soleil, sur sa saison préférée. Des questions simples, mais qui révélaient un désir sincère de comprendre sa vie, de la voir à travers les yeux de quelqu'un qui y vivait. Le soir, Thomas s'assit à sa table et commença à écrire. Cette fois, les mots vinrent plus facilement que la première. Chère Rosaline, l'hiver dans le Montana est rude. La neige peut rester de novembre à mars, et le gel est parfois si intense que le saut du puits gèle. Mais il y a une beauté à cela, quand tout est blanc, silencieux, et que seule la fumée de la cheminée rappelle qu'il y a de la chaleur et de la vie quelque part. Les couchers de soleil ici sont vraiment spéciaux. Le ciel devient si vaste qu'on dirait qu'il va engloutir la terre. Orange, rouge, violet, toutes les couleurs à la fois. Et chaque soir est différent. Je m'assois souvent sur le porche après le travail et je regarde le soleil disparaître derrière les montagnes. Ma saison préférée est le début de l'automne. La chaleur diminue, mais le froid n'est pas encore là. L'herbe est dorée, l'air est pur et il y a un peu moins de travail qu'en été. C'est le moment où l'on peut s'arrêter et regarder autour de soi. Vous demandez ce que je fais quand le travail est terminé. Généralement, je m'assois près de la cheminée et je lis. J'ai quelques livres, principalement sur l'élevage et l'agriculture. Mais il y en a d'autres. Quote, par exemple. Je l'ai lu 3 fois, et chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Parfois, je m'assois simplement et je pense à ce qui a été, à ce qui aurait pu être, à ce qui est à venir. Dans ma jeunesse, je me permettais rarement ce luxe. Il me semblait que je n'avais pas le temps de réfléchir. Maintenant, je comprends que c'était une erreur. Et vous, qu'aimiez-vous faire pendant vos rares heures de liberté? Et qu'est-ce qui vous a poussé à un tel changement, à quitter votre vie habituelle à Boston pour en chercher une nouvelle dans l'Ouest? Avec respect et chaleur, Thomas. Il scella la lettre et l'envoya le lendemain. Une nouvelle attente commença, mais cette fois, elle était différente. Non pas angoissante, mais pleine d'anticipation. Thomas se surprenait à penser à Rosaline pendant la journée. Comment était-elle? Grande ou petite? Avait-elle les cheveux sombres ou clairs? Quelle était sa voix? Marshall passa le voir une semaine plus tard, alors que Thomas réparait une clôture près du pâturage sud. « Et besoin d'un coup de main » cria le docteur en descendant de cheval. « Je ne dirai pas non » répondit Thomas en désignant les planches. « Tiens ça pendant que je cloue. » Ils travaillèrent en silence pendant une dizaine de minutes. Puis Marshall ne put plus se retenir. « Alors, cette épouse par correspondance? Tu lui as écrit? »« Je lui ai écrit, » dit Thomas en enfonçant un clou. Elle a répondu. « Nous correspondons. »« Et ?» demanda Marshall en lui tendant la planche suivante. « Comment est-elle? »« Intelligente, honnête. Elle n'a pas peur de la vie orange. » « Et physiquement ?» Thomas se redressa et regarda son ami. « Elle a écrit qu'elle n'était pas une beauté. Je lui ai répondu que j'avais 52 ans et les cheveux gris. Nous sommes tous les deux honnêtes l'un envers l'autre. » Marshall eut un petit rire. « C'est un bon début. L'honnêteté est la base, mais je vois que tu es inquiet. De quoi ?» Thomas resta silencieux un instant,
cherchant ses mots. Et si, quand elle arrivera et me verra, elle est déçue? C'est une chose de lire qu'on a les cheveux gris dans une lettre. C'en est une autre de voir un vieil homme en face de soi. Tu n'es pas un vieil homme, Tom, dit Marshall en posant une main sur son épaule. Tu es un homme dans la force de l'âge. Tu as le dos droit, des mains solides, un esprit clair. Que te manque-t-il? La jeunesse, répondit simplement Thomas. La jeunesse est surévaluée, dit Marshall en secouant la tête. Je vois tous les jours des jeunes gars qui boivent à leur paix, se battent pour des bêtises, sont incapables de garder une femme parce qu'ils ne savent pas comment prendre soin de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Toi, tu sais, tu en es capable. Et ça a bien plus de valeur qu'une police. Thomas voulait croire ces paroles, mais le doute était tenace. La réponse de Rosaline arriva fin octobre. Thomas était de retour de la ville quand il vit Madame O'Hara sur son porche, avec un panier de tartes aux pommes. « Thomas » lui fit-elle signe. « J'en ai fait en trop, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. »« Et merci, Madame O'Hara, dit-il en descendant de cheval et en prenant le panier. Les tartes sentaient la cannelle et étaient encore chaudes. C'est très aimable à vous. »« Mais de rien, dit-elle en agitant la main. Je sais qu'un célibataire n'a pas le temps de cuisiner. À propos, comment vont les choses avec cette dame? Vous correspondez toujours? » Oui, répondit Thomas sans entrer dans les détails. Oh, c'est merveilleux, s'exclama Madame O'Hara, en joignant les mains sur sa poitrine. Vous savez, Thomas, j'ai toujours dit que vous aviez besoin d'une bonne femme, et je suis sûr qu'elle vous aimera dès qu'elle vous verra. Vous êtes bon, honnête, travailleur. Que demander de plus? Thomas voulut dire Côte 19, mais il se tut. Quand Madame O'Hara fut partie, il entra dans la maison et ne remarqua qu'à ce moment-là la lettre qu'elle avait laissée sur la table. Une enveloppe de Chicago, une écriture familière. Il l'ouvrit et, cette fois, il y avait 3 pages couvertes d'une écriture fine et soignée. Cher Thomas, pardonnez la longueur de cette lettre, mais j'ai tant de choses accumulées que je ne peux me taire. Votre description du Montana était si vivante que j'ai presque vu ses couchers de soleil. J'ai vécu de nombreuses années à Boston, où le ciel est toujours gris ou masqué par les bâtiments. J'avais oublié ce qu'était un véritable espace. Vos mots m'ont rappelé mon enfance dans une petite ville du Vermont, où le ciel était immense et les étoiles brillantes. Vous m'avez demandé ce qui m'avait décidé à changer. L'histoire est longue, mais je vais essayer d'être brève. Je travaillais pour les Braxton, une riche famille et avec une grande maison sur Beacon Hill. Pendant 12 ans, j'ai été leur gouvernante. Je tenais la maison, dirigeais les autres domestiques, veillais à leur confort. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, juste distantes. Pour eux, j'étais une fonction. Pas une personne. L'année dernière, Madame Braxton est décédée et Monsieur Braxton a décidé de déménager chez sa sœur à Philadelphie. Il m'a proposé de l'accompagner, mais j'ai compris que si j'acceptais, je passerais toute ma vie dans des maisons étrangères, au milieu d'objets étrangers, sans rien à moi. J'ai 34 ans, Thomas. Je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts il y a longtemps. Je n'ai ni frère ni sœur. Pas de maison, pas d'économie. À part ce que j'ai accumulé au fil des ans. Et je me suis dit, si ce n'est pas maintenant, quand? Si je ne change pas de vie maintenant, elle passera à côté de moi. L'agence matrimoniale m'a semblé être une chance. Pas pour une romance, je ne suis plus la jeune fille qui croit aux contes de fées, mais pour un partenariat. Pour une vie où l'on aurait besoin de moi non pas comme domestique, mais comme personne. Vous écrivez sur votre âge comme si c'était un défaut, mais pour moi, c'est une qualité. Les jeunes hommes voient en une femme une parure. Les hommes mûrs voient une partenaire. Je n'ai pas besoin d'un bel homme. J'ai besoin de quelqu'un qui ne fuira pas aux premières difficultés et qui ne sera pas déçu en réalisant que je suis une femme ordinaire. Avec mes propres défauts,
Je ne suis pas une beauté, c'est vrai. Mon visage est ordinaire, mes cheveux sont châtains et raides. Ma silhouette est un peu forte. Mes mains sont rêches à cause du travail. Mais je sais créer un intérieur chaleureux. Je sais gérer un foyer avec économie. Je sais prendre soin des autres. Et je suis prête à apprendre tout ce qu'il faut pour vivre dans un ranch. Pardonnez ma franchise. Peut-être que j'écris trop, et trop, honnêtement. Mais il me semble que si nous envisageons un pas aussi sérieux, il faut dire la vérité. Avec chaleur et espoir, Rosalie. Thomas reposa lentement la lettre. Sa gorge se serra sous le coup d'une émotion inattendue. Cette femme écrivait avec une telle ouverture, une telle honnêteté, qu'il eut l'impression qu'elle était assise à côté de lui et lui parlait à voix haute. 34 ans sans famille, sans foyer, toute une vie entre des murs étrangers, au milieu de gens étrangers. Elle ne cherchait pas un mari, elle cherchait un endroit où elle pourrait enfin appartenir. Et il comprit qu'il ressentait la même chose. Son ranch était solide, sa maison bien construite, mais tout cela était vide sans quelqu'un pour le partager avec lui. Il prit sa plume et commença à écrire, et les mots coulèrent d'eux-mêmes. Il scella la lettre et la posa sur la table, prévoyant de l'emmener le lendemain. Puis il se leva, s'approcha du miroir et contempla longuement son reflet. Le visage buriné, hâlé, les rides profondes près des yeux sur le front, autour de la bouche, les cheveux gris, presque blancs, la barbe également grise. Mais les yeux étaient vivants, pleins d'un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Peut-être que Marshall a raison, marmonna-t-il à son reflet. Peut-être que la maturité n'est pas un défaut. Il se détourna du miroir et retourna à la table où reposait la lettre de Rosaline. Il la relut une fois de plus, s'attardant sur ces mots. « J'ai besoin de quelqu'un qui ne fuira pas aux premières difficultés. » Il ne fuirait pas. Ça, il pouvait le promettre. Thomas prit une couverture, s'enveloppa et s'endormit avec la pensée que, pour la première fois depuis de longues années, l'avenir ne semblait pas vide, mais plein de possibilités. Et que quelque part à Boston, une femme nommée Rosaline pensait peut-être à lui de la même manière qu'il pensait à elle. Cette pensée le réchauffait mieux que n'importe quelle cheminée. Novembre apporta la première neige, et Thomas se réveilla un matin pour découvrir que le monde entier derrière sa fenêtre était devenu blanc. Il se leva plus tôt que d'habitude, alluma la cheminée et prépara du café, observant les flocons descendre lentement sur la terre, recouvrant le ranch d'une épaisse couverture. Au cours des 3 dernières semaines, lui et Rosaline avaient échangé 4 autres lettres. Chacune était plus longue que la précédente. Chacune les révélait un peu plus l'un à l'autre. Rosaline écrivait sur son enfance dans le Vermont, sur sa mère décédée quand elle avait 16 ans, sur la façon dont elle s'était retrouvée à Boston sans argent ni relation. Thomas racontait ses années d'errance dans l'Ouest, son travail sur les chemins de fer, dans les scieries, dans des ranchs étrangers, avant d'avoir économisé assez pour acheter sa propre terre. Leur correspondance devenait de plus en plus personnelle, et Thomas se surprenait à attendre les nouvelles lettres avec une impatience qu'il n'avait jamais ressentie pour rien d'autre. Il commença à remarquer des détails qu'il ignorait auparavant. La façon dont la lumière se posait sur les collines le matin, le son du vent dans les pins, l'odeur de l'air après la neige. Et tout cela, il voulait le lui décrire, le partager avec elle, lui montrer son monde. Aujourd'hui, il prévoyait d'aller en ville. Il devait récupérer des outils et commander, et bien sûr vérifier s'il y avait une lettre. Il s'habilla plus chaudement que d'habitude, chemise en laine, veste en cuir, gants épais, et sortit Chester de l'écurie. La route prit plus de temps à cause de la neige. Quand Thomas arriva à Miller's Ridge, il était presque midi. Il attacha son cheval près du bureau de poste et entra, secouant la neige de ses épaules.
Higgins l'accueillit avec un large sourire. « Ah, monsieur Kelly, juste à temps. Une lettre est arrivée pour vous. Une bien épaisse. » Thomas prit l'enveloppe et sentit son cœur battre plus vite. Elle était effectivement épaisse, probablement 5 pages, pas moins. « Merci, dit-il en la glissant dans sa poche intérieure, là où elle serait au chaud et au sec. « Une correspondance sérieuse que vous avez là, remarqua Higgins. C'est déjà... Combien? La 8e lettre? La 9e, corrigea Thomas. Alors, l'affaire avance, fit Higgins avec un clin d'œil. Vous allez bientôt vous rencontrer. Thomas ne répondit pas, se contentant d'un signe de tête avant de sortir. Il n'avait pas envie de discuter de cela avec le receveur, qui le raconterait sûrement à toute la ville. Il entra dans le magasin d'Everett pour des provisions et y croisa le docteur Marshall qui choisissait du tabac pour sa pipe. « Tom se retourna Marshall. Je comptais justement passer te voir ces jours-ci. Comment vas-tu? » « Ça va, dit Thomas en s'approchant du comptoir. La première neige est tombée. J'ai vu. C'est magnifique, n'est-ce pas? » Marshall pailla son tabac et se tourna vers son ami. « Écoute, j'y pensais. Tu ne veux pas passer chez moi ce soir? Ma femme a fait d'une tarte à mâche aux pommes, et ce serait un crime de la manger seule. » Thomas hésita. D'habitude, il préférait rentrer tôt. Mais il avait la lettre de Rosaline dans sa poche et voulait la lire tranquillement, sans se presser. « James, merci, mais ce n'est pas le meilleur jour. J'ai beaucoup de travail. »« Du travail en novembre ?» Marshall haussa un sourcil. « Tom, tu me caches de quelque chose. Je le vois dans tes yeux. Je ne cache rien. C'est juste que... » Thomas s'interrompit, cherchant ses mots. « Je veux juste être seul. » Marshall le regarda attentivement, puis hocha la tête. « D'accord. Mais si tu veux parler, tu sais où me trouver. » De retour chez lui, Thomas alluma la cheminée, se prépara un déjeuner, des restes de ragoût avec du pain, et seulement après, quand tout fut fait, il sortit la lettre et s'installa dans le fauteuil près du feu. Rosaline écrivait. « Cher Thomas, j'ai lu votre dernière lettre 3 fois de suite. Et chaque fois, j'y ai trouvé quelque chose de nouveau. Vous écrivez non pas comme si vous décriviez des événements, mais comme si vous m'ouvriez votre cœur. C'est à la fois effrayant et admirable. J'ai beaucoup réfléchi à notre correspondance, au fait que nous nous écrivons depuis 2 mois, et pendant ce temps, j'ai appris à vous connaître mieux que des gens avec qui j'ai vécu côte à côte pendant des années. Peut-être parce que dans les lettres, nous pouvons être honnêtes comme nous ne pouvons pas l'être en face à face. Mais l'honnêteté a aussi son revers. J'ai peur, Thomas. J'ai peur d'avoir créé dans ma tête l'image d'un homme qui ne correspondra pas à la réalité. J'ai peur que lorsque nous nous rencontrerons, vous soyez déçus, ou que je sois déçu, et que ce lien fragile qui s'est tissé entre nous se brise. Vous écrivez sur votre âge, vos cheveux gris, vos rides. Mais je ne suis pas non plus une jeune fille. J'ai 34 ans, et les dernières années n'ont pas été faciles. J'ai travaillé 16 heures par jour sans me ménager. Cela a laissé des traces. Mes mains ne sont pas celles d'une demoiselle. Elles sont rudes, calleuses. Mon visage n'est pas celui d'une beauté. Il est ordinaire. Fatigué. Ma silhouette? Eh bien, disons que je ne suis pas gracieuse. Je n'écris pas cela pour que vous changiez d'avis. Au contraire. Je l'écris parce que je veux que vous sachiez la vérité, toute la vérité, avant que nous ne franchissions la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est une rencontre, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas correspondre éternellement. Tôt ou tard, il faudra décider. Nous convenons-nous ou non? Et je suis prête à venir, si vous êtes prêt à m'accueillir. Mais avant d'acheter mon billet de train, je veux une réponse honnête de votre part. Voulez-vous vraiment que je vienne? Ou cette correspondance n'est-elle pour vous qu'un moyen de tromper la solitude? Et une femme réelle dans votre maison est-elle la dernière chose que vous souhaitez? Pardonnez ma brusquerie, mais je dois savoir, avec anxiété et espoir, Rosaline.
Thomas reposa lentement la lettre. Ses mains tremblaient si légèrement, non pas de froid, mais à cause des émotions qui bouillonnaient en lui. Elle avait peur. Lui aussi avait peur. Ils allaient tous les deux vers l'inconnu. Ils prenaient tous les deux un risque. Il se leva, fit les 100 pas dans la pièce, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Voulait-il qu'elle vienne? Oui. De toutes les fibres de son être, oui. Mais était-il prêt? Était-il prêt à ce qu'une femme réelle, avec ses attentes et ses déceptions, entre dans sa vie? Il s'approcha de la fenêtre et regarda son ranch enneigé. Tout cela était à lui. Mais à quoi bon, s'il n'y y avait personne avec qui le partager? Thomas retourna à la table, prit sa plume et commença à écrire, rapidement, sans peser chaque mot, laissant simplement ses sentiments se déverser sur le papier. Code 24. Il scella la lettre. Et ses mains ne tremblaient plus. La décision était prise. Il ne restait plus qu'à attendre sa réponse. La réponse arriva 10 jours plus tard. Thomas réparait la porte de la grange quand il vit un cavalier arriver sur la route menant à la maison. C'était l'un des fils de Madame O'Hara, Patrick, un garçon d'une vingtaine d'années, roux et couvert de taches de rousseur. « Monsieur Kelly !» cria-t-il sans descendre de cheval. « Une lettre pour vous !» Le vieux Higgins m'a demandé de vous la remettre. Il a dit que c'était urgent. Thomas essuya les mains sur son pantalon et prit l'enveloppe. Son cœur fit un bond quand il reconnut l'écriture familière. « Merci, Patrick. Passe le bonjour à ta mère. » J'y manquerai pas. Le garçon fit demi-tour et repartit au galop. Thomas entra dans la maison, sans même enlever ses bottes, et décacheta l'enveloppe juste à côté de la porte. À l'intérieur, une courte feuille, juste quelques lignes. Code 25. Thomas reposa lentement la lettre. Le 23 décembre. Il restait un peu plus d'un mois. Un mois pour se préparer. Un mois pour mettre la maison en ordre. Un mois pour rassembler son courage. Il s'assit sur une chaise et ferma les yeux, essayant d'imaginer la scène. Il arriverait à la gare. Elle descendrait du train. Il se verrait Thomas pour la première fois. Et ensuite, la peur remonta en une vague. Et si elle comprenait d'un seul regard qu'il était trop vieux? Et si elle faisait demi-tour et prenait le prochain train pour repartir? Thomas se leva et s'approcha du miroir. Il se regarda longuement sans pitié. Les cheveux gris, les rides, les traits durs. Rien d'attirance. « Mais c'est moi, dit-il à son reflet. C'est tout ce que j'ai. » Le lendemain, il se rendit chez les Marshall. Il avait besoin de parler à quelqu'un, et le docteur était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Marshall l'accueillit sur le porche. « Mamie. Tom, quelle visite inattendue. Entre, entre. Je vais appeler Elisabeth. Elle sera ravie. » Ils entrèrent dans le salon confortable où Madame Marshall, une petite femme aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, était assise près de la cheminée. Elle sourit en voyant Thomas. « Monsieur Kelly, quel plaisir de vous voir. Asseyez-vous, je vais apporter du thé. » Ils s'assirent tous les trois à table, et Thomas leur parla de Rosaline. De leur correspondance, de ses lettres, de son arrivée dans un mois. Les Marshall écoutèrent attentivement, sans l'interrompre. « Et vous avez peur ?» dit Madame Marshall quand il eut terminé. C'était une affirmation, pas une question. « Oui, » admit Thomas. « J'ai peur qu'elle soit déçue. »« Et vous? Pourriez-vous être déçu ?» demanda-t-elle doucement. Thomas réfléchit. « Je ne sais pas. Peut-être. Mais j'ai l'impression de la connaître déjà, à travers ses lettres. Elle est honnête, forte, elle n'a pas peur des difficultés. C'est suffisant. Alors pourquoi pensez-vous que pour elle, ce ne serait pas suffisant que vous soyez honnête, fort, et que vous n'ayez pas peur des difficultés ?» dit Madame Marshall en lui servant du thé. « Thomas, vous êtes un homme bon. N'importe quelle femme serait heureuse avec vous. »« Je suis vieux, » dit-il doucement. « Vous êtes mûr, » le corrigea Marshall.
Et c'est un avantage, pas un inconvénient. Les jeunes font des bêtises. Les hommes mûrs connaissent qu'à la valeur de leurs décisions. Mais et si? Assez de n'cote de d, dit Marshall en posant une main sur son épaule. Tom, tu ne peux pas contrôler ce qu'elle pensera en te voyant. Tu ne peux contrôler que toi-même. Sois toi-même. Montre-lui qui tu es. Et si elle repart, c'est que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Mais si elle reste, tu auras une chance d'être heureux, termina Madame Marshall. Et n'est-ce pas une raison suffisante pour prendre le risque? Thomas les regarda, ce couple âgé qui vivait ensemble depuis 35 ans. Il voyait la façon dont ils se regardaient, comment Marshall touchait la main de sa femme en lui servant du thé. Comment elle lui souriait quand elle pensait que personne ne la voyait. C'était cela qu'il voulait, pas la passion, pas la romance des romans à 4 sous. Juste cette compréhension calme et profonde, cette proximité qui vient avec les années. « Merci », dit-il. « J'avais vraiment besoin d'entendre ça. » Les semaines suivantes, Thomas les passa à se préparer. Il nettoya la maison de fond en comble, lava les sols qu'il n'avait pas lavés depuis des mois, épousseta chaque surface, lava les rideaux. Il répara les marches grinçantes de l'escalier, remplaça une vitre cassée dans la chambre d'amis, repeignit la peinture écaillée du porche. Madame O'Hara passa un après-midi et le surprit en train de laver les draps. « Mon Dieu, Thomas !» s'exclama-t-elle en levant les bras au ciel. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je lave », répondit-il sans lever la tête. « Un homme ne devrait pas faire la lessive, » dit-elle en le repoussant de la bassine. « Laissez-moi faire, et racontez-moi plutôt ce que c'est que toute cette agitation. » Thomas soupira. De toute façon, elle l'apprendrait. « J'ai une invitée qui arrive, de Boston. » Le 23 décembre. Les yeux de Madame O'Hara s'arrondirent. Cette fameuse épouse par correspondance. Mon Dieu, Thomas, c'est merveilleux. Elle laissa tomber le linge et le serra dans ses bras. Je suis si heureuse pour vous. Il est trop tôt pour se réjouir, dit Thomas en se dégageant maladroitement de son étreinte. Nous ne savons pas encore si nous nous entendrons. Vous vous entendrez, dit Madame O'Hara avec assurance. Je le sens, c'est l'intuition féminine. Maintenant, allez-vous-en, je vais finir la lessive moi-même. Et n'essayez pas de discuter. Thomas ne discuta pas. Il sortit dans la cour et se mit à fendre du bois, un travail qui l'avait toujours aidé à réfléchir. Le 23 décembre. Plus que 2 semaines. 14 jours avant la rencontre qui pourrait changer toute sa vie. Il planta sa hache dans une bûche qui se fendit en 2, puis une autre, et encore une autre. À chaque coup, la peur reculait. Elle ne disparaissait pas, mais elle reculait. Rosaline arrivait, et quoi qu'il arrive ensuite, il l'accueillerait dignement, comme un homme qui avait quelque chose à offrir, comme un homme prêt à risquer le tout pour une chance de bonheur. La dernière lettre de Rosaline arriva une semaine avant son arrivée. Thomas était assis à sa table, triant des factures de fournisseurs de fourrage, quand il entendit frapper à la porte. Sur le seuil se tenait le jeune Patrick O'Hara, une enveloppe à la main. « Encore pour vous, monsieur Kelly », dit le garçon en lui tendant la lettre. « Maman m'a dit de vous dire que si vous avez besoin d'aide pour le ménage ou la cuisine avant l'arrivée de la dame, il suffit de le demander. »« Merci, Patrick. Passe le bonjour à ta mère. » Quand le garçon fut parti, Thomas tint longtemps l'enveloppe entre ses mains, n'osant pas l'ouvrir. C'était la dernière lettre avant leur rencontre. Après tout cela, ils se parleraient à voix haute, se regarderaient dans les yeux. Et toute cette proximité fragile qu'ils avaient construite à travers le papier et l'encre serait mise à l'épreuve de la réalité. Finalement, il rompit le seau. Quant au 26, Thomas plia lentement la lettre et la rangea dans la boîte où il conservait toutes les autres. 13 lettres. 13 fenêtres sur l'âme d'une femme qu'il n'avait jamais vue.
mais qu'il connaissait déjà mieux que beaucoup de gens avec qui il avait vécu côte à côte pendant des années. Il se leva et s'approcha du miroir, pour la énième fois ces dernières semaines. Un visage familier le regardait, sillonné de rides et marqué par le temps. Des cheveux gris, une barbe grise. Des yeux fatigués, mais encore vivants. Elle aussi, elle a peur, dit-il à son reflet. Pas seulement toi, cela l'aida. Un peu, mais cela l'aida. Le 16e décembre, Madame O'Hara arriva avec un panier de provisions et un air déterminé. Thomas Kelly, je suis venu inspecter votre maison, annonça-t-elle sans même dire bonjour. Et n'essayez pas de me refuser. Madame O'Hara, j'ai déjà tout. Les hommes ne voient jamais la moitié de ce qu'il faut, dit-elle en entrant et en commençant son inspection. Bon. Les sols sont lavés, c'est bien. Les fenêtres sont propres, bravo. Mais le linge de lit dans la chambre d'amis, il est comment? Je l'ai lavé? Montrez-moi. Thomas la conduisit à l'étage. La chambre d'amis était la pièce la plus lumineuse de la maison, avec des fenêtres à l'est et au sud, un simple lit en bois, une commode et un fauteuil près de la fenêtre. Il avait effectivement lavé le linge, mais quand Madame O'Hara toucha les draps, elle fit la grimace. Ce linge est ce vieux et rêche. Une femme ne sera pas à l'aise. J'ai une parure à la maison, douce en lin. Je la porterai demain. Madame O'Hara, vous n'êtes pas obligée. Si je le suis, dit-elle en se tournant vers lui. Thomas, vous êtes un homme bon. Vous méritez le bonheur. Et je veux aider. Laissez-moi vous aider. Quelque chose dans sa voix, une sincérité, une sollicitude maternelle, le fit céder. D'accord. Merci. Elle sourit et continua d'inspecter le reste de la maison. À la fin de son inspection, Thomas avait une liste. Du nouveau savon pour le bain, des bougies de meilleure qualité que ces bouts de suif bon marché, des fleurs fraîches ou au moins des branches de sapin pour décorer, et absolument quelque chose de bon pour le premier dîner. J'apporterai ma tarte aux pommes, décida Madame O'Hara. Et du jambon. Vous ne savez rien cuisiner d'autre que du ragoût. Je sais faire des steaks, s'offusqua Thomas. De la viande grillée, ce n'est pas un dîner pour une dame venue de Boston, dit Madame O'Hara en secouant la tête. Il faut quelque chose de plus civilisé. Thomas voulut objecter que Rosaline ne s'attendait probablement pas à de la civilisation dans un ranch du Montana, mais il se tut. Madame O'Hara était dans son élément, et il était inutile de discuter avec elle. Le 19e décembre, Thomas se rendit en ville pour ses derniers achats. Il devait acheter du savon, des bougies et quelques autres babioles de la liste de Madame O'Hara. Il avançait lentement, sans se presser, car il savait qu'en ville, il serait confronté à des regards curieux et à des questions. C'est exactement ce qui se produisit. À peine entré dans le magasin d'Everett, le commerçant lui adressa un large sourire. « Monsieur Kelly, j'ai entendu dire qu'une dame venait vous voir. » « Tout le comté en parle. » Thomas fit la grimace. « Les nouvelles vont vite. » Et comment, un tel événement? Nous sommes tous heureux pour vous, vraiment. Quand arrive-t-elle? Le 23, après-demain. Oh, c'est pour bientôt. Vous êtes nerveux? Thomas voulut mentir, mais il ne le put pas. Oui, je suis nerveux. Everett hocha la tête avec compassion. Je comprends. Mais vous savez quoi? Si une femme a accepté de faire un si long voyage, c'est qu'elle est sérieuse. Ce n'est pas le genre à prendre peur et à s'enfuir. Ces paroles calmèrent un peu Thomas. Il acheta tout ce dont il avait besoin et se dirigea vers la sortie. Mais à la porte, il tomba sur le jeune Daniels. « Ah !» Monsieur Kelly, sourit Daniels, mais son sourire trahissait une certaine gêne. « Je
Je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit l'autre fois, sur l'âge et tout ça. C'était stupide. Thomas le regarda attentivement. Le garçon était manifestement sincère. Il rougissait, se balançait d'un pied sur l'autre. Oubliez ça, Daniels, la jeunesse dit souvent des bêtises. Je suis vraiment heureux pour vous, continua le garçon. Et, et je vous souhaite d'être heureux, sérieusement. Thomas hocha la tête et sortit. Dans la rue, il croisa le docteur Marshall, qui sortait de la pharmacie. « Tom, je te cherchais justement. Viens, on va boire un café. » Ils entrèrent dans un petit café près de la poste, un établissement simple avec des tables en bois et une odeur de pâtisserie fraîche. Ils s'assirent près de la fenêtre, et Marshall commanda 2 cafés et une part de tarte. « Et après-demain, c'est ça ?» demanda-t-il quand la serveuse se fut éloignée. « Oui. Comment te sens-tu » Thomas resta silencieux un instant, cherchant ses mots, comme quelqu'un sur le point de sauter d'une falaise. « Tu sais qu'il faut sauter, mais tu as une peur bleue. » Marshall eut un petit rire. « Bonne comparaison. Mais tu sais quoi, Tom? Je te connais depuis 20 ans. Tu as toujours été un homme qui n'a pas peur des difficultés. Tu as construit cette maison seul quand tout le monde disait que tu n'y arriverais pas. Tu as survécu à cet hiver terrible où la moitié de ton bétail échatte morte. Et tu n'as pas abandonné. Tu t'en sortiras aussi cette fois. » C'était différent, dit Thomas en regardant par la fenêtre. Là, je contrôlais la situation. Je pouvais travailler plus dur, mieux planifier. Mais ici, tout dépend de ce qu'elle pensera en me voyant. Et pas seulement de ça, dit Marshall en se penchant vers lui. Ça dépend aussi de ce que tu penseras en la voyant, de la façon dont vous parlerez, de si vous trouverez un terrain d'entente. C'est une route à double sens, Tom. Je sais, dit Thomas en buvant une gorgée de café. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà pris ma décision. Je veux que ça marche, mais peut-être qu'elle n'a pas encore décidé. Alors montre-lui que tu es digne de sa décision, dit simplement Marshall. Sois toi-même. Honnête, fiable, bon. Le reste suivra. Le 22 décembre, la veille de l'arrivée de Rosaline, Thomas se réveilla plus tôt que d'habitude. Il faisait encore nuit, seules les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel à l'est d'un rose pâle. Il se leva, s'habilla et descendit. La maison était prête, propre, rangée, avec des branches de sapin sur le manteau de la cheminée et des bougies sur les tables. La veille, Madame O'Hare avait apporté du linge frais, une tarte et du jambon, qui étaient maintenant conservés dans la cave. Tout était fait, mais Thomas ne pouvait pas rester sans rien faire. Il sortit dans la cour et se mit à inspecter les enclos, à réparer ce qui n'avait pas besoin d'être réparé, juste pour s'occuper les mains. Vers midi, Marshall arriva. « Je savais que je te trouverais ici, » dit le docteur en descendant de cheval. « Tom, tu te rends compte que toute la cour est déjà impeccable. Il n'y a plus rien à te réparer. »« La clôture du pâturage est vacille, » dit Thomas sans lever la tête. « La clôture tiendra encore 10 ans. »« Viens ici, » dit Marshall, en posant une main sur son épaule. « Parlons un peu. » Ils s'assirent sur le porche et Thomas expira enfin. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. »« Ah, je ne sais pas. » Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser. Et si elle descend du train et comprend tout de suite qu'elle a fait une erreur? Et si elle ne le comprend pas? Marshall sortit sa pipe et la bourra de tabac. « Tom, tu te montres la tête. Oui, il y a un risque. Oui, ça peut ne pas marcher. Mais ça peut aussi marcher. Et si tu restes assis là à avoir peur, il ne se passera certainement rien. Je suis trop vieux pour elle, James. Assez avec ça. » dit Marshall en allumant sa pipe. « Tu répètes ça comme une incantation, vieux, vieux, vieux? Mais as-tu entendu ce qu'elle écrit? Elle aussi, elle a peur. Elle a peur que tu sois déçu par elle, qu'elle ne soit pas assez bien. Vous avez tous les deux peur de la même chose, de ne pas vous plaire.
et ça vous met sur un pied d'égalité. Tu comprends? Thomas réfléchit. Marshall avait raison. Rosaline écrivait sur ses peurs tout comme lui sur les siennes. Ils allaient tous les deux vers l'inconnu. Ils prenaient tous les deux un risque. « Tu as raison, dit-il doucement. C'est juste que j'ai peur d'espérer. J'ai peur que si je me permets d'espérer et que tout s'effondre, la douleur sera encore plus grande. » Une vie sans espoir n'est pas une vie, Tom. C'est juste une existence, dit Marshall, en laissant échapper un nuage de fumée. Tu as existé ces dernières années. Maintenant, tu as une chance de vivre. Ne la manque pas. Ils restèrent assis en silence, contemplant les collines enneigées. Puis Marshall se leva. « Demain, je t'accompagnerai à la gare. Pour un soutien moral. Ce n'est pas la peine, James, je m'en sortirai. Je sais que tu t'en sortiras, mais j'irai quand même. Elisabeth veut aussi faire la connaissance de ta Rosaline. » Ta Rosaline. Les mots sonnaient étranges, mais agréables. Le soir, Thomas était assis près de la cheminée, avec un livre qu'il ne lisait pas. Il regardait les flammes et pensait au lendemain. Le train n'arrivait à 3 heures. Il devait partir de la maison à midi pour être à l'heure. 20 miles jusqu'à la gare, 1 heure et demie de trajet en comptant la neige. Il imaginait la scène. Le train s'arrêterait. Les gens commenceraient à descendre. Et parmi eux, il y aurait elle, Rosaline. La femme qu'il ne connaissait que par lettres. Comment la reconnaîtrait-il? Elle n'avait rien écrit sur son apparence, si ce n'est qu'elle était ordinaire. Cheveux châtains, pas une beauté, ce n'était pas suffisant pour se la représenter. Thomas se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la lune était pleine, et la neige scintillait sous sa lumière comme une poussière de diamants. C'était magnifique. Il voulait que Rosaline voie cette beauté. Il voulait lui montrer les couchers de soleil dont il avait parlé. Il voulait lui apprendre à aimer cet endroit autant que lui, si elle restait. Il retourna près de la cheminée et sortit la boîte contenant ses lettres. 13 lettres. Il les relut toutes, lentement, pensivement, essayant de retrouver en elle la femme qui les avait écrites. Intelligente, honnête, forte, cherchant un endroit où elle ne serait pas une domestique, mais une partenaire. Il relut la dernière lettre 2 fois, cote 28. Elle les conservait, les relisait. Elles signifiaient pour elle autant que ces lettres signifiaient pour lui. Demain, dit-il à voix haute, demain tout changera. Il rangea les lettres dans la boîte, la ferma et la posa sur une étagère. Puis il monta dans sa chambre. Il se coucha, mais le sommeil ne venait pas. Il resta allongé, les yeux fixés sur le plafond, et pensa à Rosaline, se demandant si elle non plus ne dormait pas en ce moment. Assise dans le train, regardant par la fenêtre les paysages défiler et pensant à lui. Thomas ferma les yeux et l'imagina. Il ne pouvait pas se représenter son visage. Mais il voyait une silhouette, une femme en robe de voyage, avec une petite valise. Elle se tenait sur le quai, regardait autour d'elle, le cherchant des yeux. Et lui s'avançait vers elle, le cœur battant si fort qu'il en entendait les coups. Leurs regards se croisaient, et à cet instant, tout se déciderait. Thomas ouvrit les yeux. Son cœur battait effectivement vite, bien qu'il soit simplement allongé dans son lit. Il posa la main sur sa poitrine, sentit les battements sous sa paume. 52 ans. La moitié de sa vie, peut-être plus, était déjà passée. Mais la seconde moitié était encore devant lui, et demain commencerait un nouveau chapitre. Avec ou sans Rosaline, mais il commencerait. Il se tourna sur le côté, tira la couverture, et se força à penser à des choses simples. Au travail du ranch, à la liste des tâches pour la semaine suivante, au fait qu'il faudrait vérifier le pâturage sud après la chute de neige. Peu à peu, ses pensées ralentirent, devinrent confuses. Le sommeil vint enfin léger
agité, plein d'images floues. Et quand Thomas se réveilla à l'aube, sa première pensée fut « Côte 29 ». Aujourd'hui, il rencontrerait Rosaline. Aujourd'hui, il saurait s'ils avaient un avenir. Aujourd'hui, toute sa vie changerait. Il se leva, se lava à l'eau froide, se rasa avec un soin particulier. Il enfila sa plus belle chemise, blanche au col empesé, qu'il ne portait que pour les grandes occasions. Un gilet gris foncé, un pantalon noir. Il cira ses bottes jusqu'à ce qu'elles brillent. Il se regarda une dernière fois dans le miroir. Grisonnant, ridé, plus jeune, mais honnête, fiable, prêt à aimer. « C'est moi », dit-il à son reflet. « C'est tout ce que je peux offrir. » Il descendit, but un café, bien que sa gorge soit nouée et qu'il ait du mal à déglutir. Puis il sortit, sella Chester et se rendit chez les Marshall. Comme promis, le docteur l'attendait, déjà prêt à partir. « Alors, Tom, » dit Marshall en montant à cheval, « allons rencontrer ton destin. » Et ils prirent la route enneigée vers la gare de Miller's Ridge, où, dans quelques heures, devait arriver le train de Boston. Le train qui amènerait Rosaline. Et la réponse à la question qui tourmentait Thomas depuis des mois. Était-il digne d'être aimé? La gare de Miller's Ridge était un petit bâtiment en bois, avec un quai recouvert de neige tassée. Thomas et Marshall arrivèrent une demi-heure avant l'arrivée du train, et cette demi-heure s'étira en une éternité. Thomas faisait les 100 pas sur le quai, incapable de rester en place. Ses mains gantées se serraient et se desserraient en poing. Marshall, adossé au mur de la gare, fumait sa pipe et observait son ami avec compassion. « Tom, tu vas finir par faire un trou dans le quai, » dit-il finalement. « Calme-toi. »« Je ne peux pas, » dit Thomas en s'arrêtant pour regarder les rails qui s'étendaient au loin. « James, et si... assez de et si. Le train est en route. Elle est dedans. Dans quelques minutes, tu la verras. Et alors, tout sera clair. » Quelques autres personnes s'étaient rassemblées sur le quai. Un jeune couple attendant des parents. Le vieux Higgins avec son sac de courrier. 2 ouvriers avec un chariot à bagages. Ils discutaient entre eux, mais Thomas n'entendait pas leurs paroles. Toute son attention était tournée vers ce point à l'horizon d'où le train devait apparaître. Et le voilà qui apparut, d'abord comme une tache sombre dans la blancheur de la neige, puis comme une silhouette grandissante avec des volutes de vapeur. Un sifflet déchira l'air glacial, et Thomas sentit tout se nouer à l'intérieur de lui. Le train ralentit. Grincement des freins, sifflement de la vapeur, cliquetis du métal. L'arrêt. Un instant de silence. Puis les portes commencèrent à s'ouvrir. Les gens se mirent à descendre. Un homme en costume d'affaires. Une femme avec 2 enfants, accueillie par le jeune couple. Un autre homme, plus âgé, avec une canne. Thomas observait chaque silhouette qui descendait, essayant de la reconnaître. Mais comment reconnaître quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Il savait seulement. Cheveux châtains, 34 ans, pas une beauté. Et puis, il la vit. Elle descendait sur les marches avec précaution, retenant ses jupes d'une main, tenant une petite valise de l'autre. Elle portait une robe de voyage vert foncé avec un col haut et des manches étroites, et par-dessus, un manteau marron, visiblement usé mais propre. Ses cheveux étaient coiffés sous un simple chapeau gris. Mais ce ne fut pas sa tenue qui lui fit comprendre que c'était elle. C'était son regard. Elle s'arrêta sur le quai et balaya du regard les personnes présentes, lentement, attentivement, avec la même expression d'espoir prudent et de peur qu'il ressentait lui-même. Leurs yeux se croisèrent. Thomas ne pouvait plus bouger. Il restait là, à la regarder, essayant de faire correspondre la réalité à l'image qu'il s'était forgée dans son imagination. Son visage était ordinaire, comme celle elle l'avait écrit. Pas une beauté, mais agréable, avec des traits réguliers. Les cheveux châtains qui dépassaient de son chapeau étaient raides et simples. Sa silhouette était un peu forte,
mais sans excès, simplement robuste, celle d'une travailleuse. Mais ses yeux étaient d'un gris bleu, avec une légère nuance de vert, et ils contenaient tant de choses, la peur, l'espoir, la fatigue d'un long voyage, et quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à définir. Rosaline fit un pas en avant, et ses lèvres esquissèrent un sourire incertain. « Monsieur Kelly ?» Sa voix était basse, un peu rauque d'émotion. Thomas se força à bouger. Il s'approcha d'elle, ôta son chapeau et inclina légèrement la tête. « Mademoiselle Thatcher. »« Oui, Soyez la bienvenue. » Ils se tenaient à quelques pas l'un de l'autre, s'étudiant. Thomas vit son regard parcourir son visage, s'attarder sur ses cheveux gris, sur ses rides. Il la vit évaluer, comparer. « Vous êtes plus grand que je ne l'imaginais, » dit-elle soudain, et sa voix avait une sincérité si inattendue qu'il se détendit. « Et vous ?» Il s'interrompit, ne sachant que dire. « Le voyage a été difficile. »« Longue ?» dit-elle en posant sa valise à terre. « 3 jours. Mais je suis là. »« Vous êtes là, » répéta Thomas. Et dans ces 2 mots, il y avait un tel soulagement qu'elle sourit. Un vrai sourire, sans tension. Marshall s'approcha d'eux en tout sautant discrètement. « Mademoiselle Thatcher, permettez-moi de me présenter. Dr James Marshall, un ami de Thomas. Ma femme m'a demandé de vous inviter à prendre le thé quand vous serez installés. » Rosaline se tourna vers lui et fit une légère révérence. « Enchanté, Dr Marshall. Je vous remercie de votre invitation. » « Tom aide la dame avec ses bagages, » suggéra Marshall, et Thomas sursauta. « Bien sûr, c'est tout, » dit-il en prenant la valise, surpris de sa légèreté. « Oui, je ne suis pas habitué aux excès. » Ils se dirigèrent vers les chevaux, et Thomas réalisa soudain un problème auquel il n'avait pas pensé. Il n'avait que Chester. Il avait supposé qu'elle voyagerait en chariot ou... Diable, il n'y avait pas pensé du tout. Marshall, apparemment, lut dans ses pensées. « Tom, prendre mon cheval pour mademoiselle Thatcher. Je vais rester en ville quelques heures. J'ai des affaires à régler chez l'apothicaire. Je le récupérerai plus tard. James, je ne peux pas. Tu peux. Et tu dois. » dit Marshall en amenant déjà sa jument grise à Rosaline. « Mademoiselle Thatcher. » « Savez-vous monter à cheval ?» Rosaline regarda le cheval, et une lueur d'inquiétude traversa son visage. « Je savais. Quand j'étais enfant. Mais c'était il y a longtemps. »« Ce n'est pas grave, » dit Thomas en s'approchant. « Lady est une jument calme. Elle ne prendra ni peur ni le mors aux dents. Je serai à vos côtés. » Il l'aida à monter en selle, avec précaution, en essayant de ne pas la toucher plus que nécessaire, mais sentant tout de même la chaleur de sa main à travers son gant. Rosaline s'installa en Amazone, comme le faisaient tant les dames, et prit les rênes avec une évidente incertitude. « Tenez-vous droite et faites confiance au cheval, » dit Thomas. « Je suis là. » Ils quittèrent la ville lentement. Thomas chevauchait à sa gauche. Maintenant, Chester a un pas calme. Les premières minutes, ils restèrent silencieux, et le silence était gênant, pesant. Finalement, Rosaline parla. « La neige est si propre. À Boston, elle devient immédiatement grise à cause de la fumée et de la saleté. Ici, elle reste blanche, » répondit Thomas. « Jusqu'au printemps, parfois jusqu'à la taille. Ça doit être magnifique. Et froid, » dit-il en la regardant. « Et solitaire. En hiver, on peut passer des semaines sans voir de voisins. » Rosaline croisa son regard. « Je suis habituée à la solitude. Mais là-bas, vous aviez la ville. Des gens autour. Ici, il y a vous, » dit-elle si simplement que Thomas ne sut que répondre. Ils continuèrent leur route, et peu à peu, la conversation devint plus facile.
Rosaline posait des questions sur le ranch, le bétail, la façon dont il passait ses journées. Thomas répondait, s'efforçant de ne rien embellir, racontant la vérité sur le dur labeur, les levers matinaux, le fait qu'il fallait parfois aider une vache à véler à 2 heures du matin dans une grange froide. « Vous essayez de me décourager ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. « J'essaie de vous montrer la réalité. La vie ici ne ressemble pas à ce qu'on lit dans les romans. Je ne lis pas de romans, Monsieur Kelly. J'ai lu vos lettres, et elles contenaient la vérité, pas de la fiction. Je sais à quoi m'attendre. » Thomas se tut. Elle avait raison. Il avait écrit honnêtement, sans cacher les difficultés. Et elle était venue quand même. Quand ils arrivèrent au ranch, le soleil déclinait déjà, colorant la neige de teintes dorées et rosées. Rosaline arrêta son cheval et contempla longuement la maison. La massive bâtisse en rondins avec la fumée s'élevant de la cheminée, la grange à côté, les enclos pour le bétail. « Tout cela est à vous ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, 300 acres jusqu'à ces collines, » dit-il en désignant l'ouest. « Et la maison, je l'ai construite moi-même, il y a 20 ans. » Que c'est beaucoup, dit-elle, et sa voix n'exprimait pas de l'admiration, mais quelque chose qui ressemblait à de la vénération. « Vous avez construit tout cela vous-même, vous avez créé cela à partir de rien. » Thomas descendit de cheval et l'aida à en faire de même. Cette fois, il la tint par la taille un peu plus longtemps que nécessaire, s'assurant qu'elle était bien stable sur ses pieds. Elle le regarda de bas en haut, elle lui arrivait à l'épaule, et dans ses yeux, il revit cette expression qu'il ne parvenait pas à définir. « Venez, je vais vous montrer la maison. » À l'intérieur, il faisait chaud grâce à la cheminée. Rosaline entra, ôta son manteau et son chapeau, et Thomas la vit entièrement pour la première fois. Sa robe, elle était simple mais soignée, cousue avec savoir-faire. Ses cheveux, libérés de son chapeau, étaient longs, rassemblés en un chignon bas sur la nuque. Son visage était peut-être fatigué. 3 jours de train avaient laissé des traces. « Voici le salon, » commença Thomas, entamant une visite maladroite. « La cuisine, ce n'est par là, à l'étage. Il y a 3 chambres. J'ai préparé une chambre pour vous, celle avec les fenêtres à l'est. Il y a beaucoup de lumière le matin. » Rosaline regardait lentement autour d'elle, et il la voyait remarquer les détails, la propreté, les branches de sapin sur la cheminée, les bougies neuves. Il la voyait tout évaluer. « Vous êtes préparé à mon arrivée, » dit-elle. « Et je voulais que vous soyez à l'aise. » Elle se tourna vers lui, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Thomas, » dit-elle. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom à voix haute, et le son de ce nom dans sa bouche fit vibrer quelque chose dans sa poitrine. « Personne ne s'est jamais préparé à mon arrivée. J'ai toujours été celle qui prépare la maison pour les autres. Cela signifie beaucoup. » Thomas ne sut que répondre. Il se contenta d'un signe de tête et désigna l'escalier. « Et peut-être voulez-vous vous reposer, vous rafraîchir. Le dîner sera prêt dans 1 heure. »« Oui, merci. » Il la conduisit à l'étage, lui montra la chambre. Madame O'Hara avait eu raison, avec le linge frais, la pièce paraissait plus accueillante. Rosaline entra, posa sa valise sur le lit et se tourna vers lui. « J'ai besoin de quelques minutes. Pour m'installer. »« Bien sûr, je serai en bas. » Thomas descendit et s'adossa au mur, fermant les yeux. Elle était là, dans sa maison, une femme réelle, vivante, qui l'appelait par son nom et le regardait comme s'il n'était pas un vieux fermier, mais qui? Un homme digne de respect. Et il se rendit à la cuisine et commença à préparer le dîner. Madame O'Hara avait laissé du jambon et une tarte, mais Thomas décida d'ajouter sa touche personnelle. Il coupa du pain, sortit des conserves de la cave, mit la bouilloire sur le feu. Il mit la table, 2 assiettes, 2 tasses, 2 couteaux et 2 fourchettes, 2 couverts. Pour la première fois depuis des années, quand Rosaline descendit, elle avait changé de robe.
Une robe grise avec une garniture bordeaux, plus simple. Elle avait défait ses cheveux et les avait tressés en une simple natte. Son visage était frais, les traces de fatigue moins visibles. « Ça sent bon », dit-elle en entrant dans la cuisine. « Ce n'est pas grâce à moi. C'est une voisine qui l'a apporté, » admit Thomas. « Je ne sais cuisiner que des choses simples. »« Je sais cuisiner, » dit Rosaline. « Si vous me le permettez, je pourrais... »« Pas maintenant ? Aujourd'hui, vous êtes mon invité. Asseyez-vous. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la grande table, et Thomas servit la nourriture dans les assiettes. Les premières minutes, ils mangèrent en silence. Mais ce n'était plus le silence gênant du voyage. C'était le silence de la fatigue et de la concentration sur le repas. « Le jambon est excellent, » dit finalement Rosaline. « Votre voisine cuisine bien, Madame O'Hara. Elle tenait absolument à vous rencontrer. Elle viendra probablement dès demain, » sourit Thomas. « Elle aime tout savoir sur tout le monde. Est-elle gentille ? » Très. Elle a 4 fils, tous adultes. Elle me traite comme son 5e. Rosaline sourit. Le premier vrai sourire chaleureux depuis leur rencontre. « Je pense qu'elle me plaira. » Ils continuèrent leur dîner. Et peu à peu, la conversation devint plus fluide. Rosaline parla de son voyage, de la façon dont le paysage changeait de l'est à l'ouest, comment l'espace devenait de plus en plus grand et les villes de plus en plus rares. Thomas l'écoutait et la regardait, essayant de s'habituer à l'idée qu'elle était là, que c'était la réalité. Quand le dîner fut terminé, Rosaline se leva et commença à débarrasser la table. « Je vais faire la vaisselle, » dit-elle. « Ce n'est pas la peine, Thomas, » dit-elle en le regardant sérieusement. « Je ne suis pas une invitée. Je ne veux pas être une invitée. Si je suis ici, je veux être utile. Je veux faire ce que je dois faire. Me le permettez-vous » Il hocha la tête, sa voix le trahissant. Ils débarrassèrent à pas la table et firent la vaisselle ensemble. Ils travaillaient en silence. Mais c'était un silence confortable, presque familier. Quand tout fut terminé, ils retournèrent au salon et s'assirent près de la cheminée. Thomas ajouta des bûches et les flammes s'embrasèrent. Rosaline regardait le feu, une expression pensive sur le visage. « À quoi pensez-vous » demanda doucement Thomas. Elle resta silencieuse un instant, cherchant ses mots. Au fait que tout cela semble irréel. Il y a 3 jours, j'étais à Boston, dans ma petite chambre chez les Braxton. Et maintenant, je suis ici, dans le Montana, dans la maison d'un homme que je ne connais que par lettres. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Personne ne le sait, répondit Thomas. Mais nous pouvons essayer de le découvrir. Ensemble. Rosaline se tourna vers lui. J'avais peur d'être déçu. Ou que vous le soyez, que la réalité ne corresponde pas aux lettres. Et alors ça correspond, elle réfléchit. Les lettres étaient honnêtes. Vous étiez honnête dedans. Et vous l'êtes maintenant, c'est le principal. Et vous, osa Thomas. Êtes-vous comme je vous imaginais? Je ne sais pas. Comment m'imaginiez-vous? Forte, honnête et... Une femme qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de se battre pour l'obtenir. Rosaline sourit, et son sourire était empreint de tristesse. Je ne me sens pas forte. Je me sens comme une femme qui a fait un grand saut dans l'inconnu et qui ne sait pas comment atterrir. Thomas tendit la main et posa doucement la sienne sur la paume de Rosaline. Elle ne la retira pas, se contentant de regarder leurs doigts entrelacés. « Alors nous atterrirons ensemble, » dit-il. « Et nous verrons ce qui se passera. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, en silence, se tenant la main, regardant le feu. Dehors, la nuit était tombée, et le vent hurlait dans la cheminée, mais ici, près du feu, il faisait chaud et calme. Finalement, Rosaline se leva. « Il est temps pour moi d'aller dormir. Le long voyage m'a épuisé.
Bien sûr, dit Thomas en se levant aussi, si vous avez besoin de quelque chose pendant la nuit. Je trouverai, dit-elle en se dirigeant vers l'escalier, mais sur la première marche, elle se retourna. Thomas, merci. Pour tout, pour votre honnêteté, pour ne pas avoir eu peur et ne pas avoir changé d'avis. Je pourrais dire la même chose, répondit-il. Elle sourit, un sourire fatigué mais chaleureux, et monta. Thomas resta debout dans le salon, écoutant ses pas à l'étage, le grincement du plancher, le bruit doux de la porte qui se fermait. Puis il retourna près de la cheminée et s'assit dans son fauteuil. Elle était là. Rosaline était là, dans sa maison, sous son toit. Réelle, pas imaginaire. Pas une beauté comme elle l'avait dit, mais agréable, avec un visage doux et des yeux intelligents. Pas gracieuse, mais solide, fiable. Elle n'était pas déçue, du moins, pas encore. Et lui, était-il déçu? Thomas ferma les yeux et se répondit honnêtement. Non, il n'était pas déçu, parce qu'elle était exactement comme il l'avait imaginé à travers ses lettres, honnête, directe, n'ayant pas peur des difficultés. Et quand il lui avait tenu la main, quelque chose en lui avait répondu, doucement, prudemment, comme la première pousse après un long hiver. Ce n'était peut-être pas encore de l'amour. Mais c'était un début. Fragile, incertain, mais réel. Thomas leva les yeux vers le plafond, derrière lequel se trouvait la chambre de Rosaline, se demandant si elle dormait, ou si elle aussi était éveillée, pensant à lui, à cette journée, à l'avenir. Il se leva, éteignit les bougies et monta dans sa chambre. Il se coucha et regarda longuement dans l'obscurité. Le premier jour était terminé. Elle n'était pas partie. Il n'était pas déçu. C'était bon signe. Peut-être qu'ils avaient vraiment un avenir. Et avec cette pensée, Thomas s'endormit enfin pour la première fois depuis des semaines, paisiblement, sans rêves agités. Thomas fut réveillé par une odeur de café. Il resta allongé quelques secondes, ne comprenant pas ce qui clochait. Puis il réalisa. Il n'avait pas fait de café ce matin. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Rosaline. Il s'habilla rapidement, chemise de travail en flanelle à carreaux rouge foncé, jean usé, bretelles, et descendit. Dans la cuisine, Rosaline se tenait près de la cuisinière, vêtue d'une simple robe marron avec un tablier par-dessus. Ses cheveux étaient tressés et relevés sur sa nuque. Elle remuait quelque chose dans une poêle, et un arôme de bacon grillé et d'œufs se répandait dans la cuisine. Bonjour, dit-elle en entendant ses pas. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai pris la liberté de préparer le petit déjeuner. Non, bien sûr, dit Thomas en s'approchant de la table, se sentant étrange dans sa propre maison. Vous avez bien dormi? Mieux que les 3 dernières nuits dans le train, dit-elle en retournant le bacon. Le lit est confortable. Et c'est calme. À Boston, il y avait toujours du bruit, les calèches, les gens, les chiens. Ici, pour la première fois depuis des années, j'ai entendu un vrai silence. Elle apporta les assiettes à table et s'assit en face de lui. Thomas regarda le petit déjeuner, des œufs au plat, pas trop cuits, du bacon croustillant, du pain grillé à la poêle. Simple mais soigné, préparé avec attention. Merci, dit-il. D'habitude, je me contente de café et de pain le matin. J'ai remarqué vos provisions, dit-elle sans jugement, constatant simplement un fait. Si vous le permettez, je pourrais aller en ville acheter quelques petites choses, pour un menu plus varié. Nous irons aujourd'hui, dit Thomas, en buvant une gorgée de café. Il faut récupérer le cheval du docteur Marshall et vous présenter aux gens. Rosaline posa sa fourchette. Vous ne leur aviez pas dit que je venais. Tout le comté est au courant. Vous êtes devenue la principale nouvelle de ces dernières semaines, sourit-il en voyant sa gêne. Il ne se passe pas grand-chose ici.
L'arrivée d'une épouse par correspondance, c'est l'événement de l'année. Une épouse, répéta-t-elle doucement. Nous n'en avons pas encore discuté, Thomas. Je suis venu pour savoir si nous nous convenions. Pas pour immédiatement. Je sais, dit-il en levant la main. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. L'arrivée d'une épouse potentielle. La femme avec qui je correspondais. Ils finirent leur petit déjeuner en silence. Mais ce n'était pas un silence tendu, plutôt pensif. Quand Rosaline débarrassa la table, Thomas remarqua comment elle se déplaçait dans la cuisine, avec assurance, sachant où les choses devaient bien être. Elle commençait déjà à prendre ses marques. Ils partirent pour la ville après midi. Rosaline avait mis sa robe de voyage, la même, verte, dans laquelle elle était arrivée. Et son manteau chaud. Thomas avait attelé le chariot qu'au lieu de prendre les chevaux, c'était plus confortable et plus chaud. Le trajet dura plus d'1 heure, et ils profitèrent de ce temps pour parler. De choses et d'autres au début, du temps, du ranch, des provisions nécessaires. Mais peu à peu, la conversation s'approfondit. « Parlez-moi des voisins, » demanda Rosaline. « Des gens avec qui je devrais interagir. » Thomas lui parla des Marshall, de leur bonté et de leur sagesse, de la façon dont le docteur avait été son ami pendant toutes ces années, de Madame O'Hara, avec sa curiosité et sa sollicitude, des autres fermiers du comté, du commerçant Everett, du vieux Higgins à la poste, Oh, c'est une petite communauté, dit-il. Tout le monde se connaît. Parfois c'est bien, parfois c'est étouffant. Il n'y a pas d'intimité. La moindre nouvelle se propage en une journée. À Boston, j'étais invisible, dit Rosaline en regardant la route. Une domestique est toujours invisible. Ici, je serai exposée. Cela vous effraie. Un peu. Mais je préfère être visible qu'invisible, même si cela signifie qu'on parlera de moi. À Miller's Ridge, ils passèrent d'abord chez les Marshall. Le docteur et sa femme les accueillirent sur le porche. Mademoiselle Thatcher, dit Madame Marshall en descendant les marches et en prenant les 2 mains de Rosaline dans les siennes. Quelle joie de vous rencontrer enfin. James m'a tant parlé de vous. Entrez, entrez, je viens de faire des biscuits. Autour d'un thé dans le salon confortable des Marshall, la conversation coula de source. Madame Marshall interrogea Rosaline sur Boston, sur son voyage, sur ses premières impressions du Montana. Thomas était assis et écoutait, observant comment Rosaline répondait, honnêtement, sans manière, avec des mots simples. « Et comment trouvez-vous la maison de Tom » demanda Madame Marshall. « J'espère qu'il l'a mise en ordre avant votre arrivée. » « La maison est magnifique, » sourit Rosaline. « Propre, spacieuse. On voit qu'elle a été construite avec soin. »« Tom l'a construite en 2 ans, » dit Marshall en tirant sur sa pipe. « Il a posé chaque rondin lui-même. Il disait qu'il voulait une maison qui tiendrait 100 ans. »« Et elle tiendra, » dit doucement Rosaline en regardant Thomas. « De telles maisons ne s'effondrent pas. » Quelque chose dans son ton réchauffa le cœur de Thomas. Elle ne voyait pas seulement une maison. Elle voyait ce qu'il y avait mis. Quand ils se préparèrent à partir, Madame Marshall prit Rosaline à part, et Thomas les vit discuter à voix basse. Puis Rosaline hocha la tête, et un doux sourire apparut sur son visage. « De quoi parlait Madame Marshall ?» demanda-t-il quand ils furent sortis. « Elle a dit que vous étiez un homme bon, que vous méritiez le bonheur, et que si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, un conseil, de l'aide, ou simplement de la compagnie, je pouvais venir la voir. Élisabeth est une femme bonne. »« Je le vois, » dit Rosaline en s'arrêtant près du chariot. « Thomas, vous avez de vrais amis ici, des gens qui vous apprécient, c'est très important. » Ils traversèrent dans la rue principale, et Thomas vit les habitants de la ville se retourner, pointer du doigt, chuchoter. Rosaline le remarqua aussi. « Je suis devenue la curiosité locale.
dit-elle sans amertume. Pour une semaine. Ensuite, ils trouveront un autre sujet de discussion, dit Thomas, en arrêtant le chariot devant le magasin général. Attendez ici 1 minute. Il entra et tomba presque immédiatement sur Madame O'Hara, qui choisissait des tissus. Ah, Satya Bikals, ici, Thomas. Se précipita-t-elle vers lui. Elle est arrivée? Où est-elle? Pourquoi ne l'avez-vous pas amenée chez nous tout de suite? Elle est dans le chariot. Je vais vous la présenter. Il fit descendre Rosaline du chariot, et Madame O'Hara la dévisagea d'un regard rapide et évaluateur, le genre de regard que les femmes se lancent entre elles. Thomas la vit remarquer la robe simple, le manteau usé, la fatigue sur son visage. Il la vit prendre une décision. Puis Madame O'Hara sourit, un sourire large et chaleureux, et serra Rosaline dans ses bras. « Bienvenue, ma chère. Je suis Madame O'Hara, la voisine de Thomas. Vous devez être fatiguée après votre voyage. Comment trouvez-vous notre Montana ?»« Magnifique, répondit Rosaline, visiblement touchée par l'étreinte. Rude, mais magnifique. Comme les gens d'ici, fit Madame O'Hara avec un clin d'œil. J'espère que Thomas prend bien soin de vous. Plus que bien, excellent. Maintenant venez, je vais vous montrer où acheter les meilleurs tissus. Si vous avez besoin de nouvelles robes, je connais une couturière. Thomas resta près du chariot, regardant Madame O'Hara emmener Rosaline dans le magasin. Il les voyait à travers la vitrine, marchant entre les étagères. Madame O'Hara expliquant, montrant, conseillant. Rosaline écoutant, hochant la tête, souriant. Everett sortit du magasin et se tint à côté de Thomas. Une bonne femme, Monsieur Kelly, modeste, polie. Madame O'Hara l'a déjà adoptée, je vois. On dirait bien, sourit Thomas. Vous avez fait le bon choix, dit Everett en posant une main sur son épaule. La beauté passe. Le caractère reste. Et cette dame a un bon caractère. Quand ils quittèrent enfin la ville, le chariot plein de provisions que Madame O'Hara avait insisté pour acheter, le soleil déclinait déjà. « Elle est gentille, dit Rosaline, quand la ville fut derrière eux. Un peu insistante, mais gentille. C'est sa façon de prendre soin des gens, dit Thomas en menant les chevaux. Elle se sent seule depuis que ses fils ont grandi. Elle cherche quelqu'un dont elle peut s'occuper. J'aime ça, dit Rosaline, qui resta silencieuse un instant avant d'ajouter. À Boston, on ne s'occupait des gens que pour de l'argent. Ici, les gens le font simplement parce qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire. C'est une autre vie, ici, acquiesça Thomas. Plus simple, mais pas plus facile. Le soir, après le dîner, ils étaient de nouveau assis près de la cheminée. Rosaline avait apporté un livre, l'un de ceux qu'elle avait emportés, mais elle ne lisait pas, le tenant simplement sur ses genoux. Thomas, commença-t-elle, et sa voix était sérieuse. Je dois vous dire quelque chose. Il se tendit. Je vous écoute. Je suis ici depuis 2 jours. J'ai vu votre maison, j'ai rencontré vos amis, j'ai vu comment est la vie ici, et je dois être honnête avec vous, comme vous l'avez été avec moi. Thomas attendit, sentant son cœur se serrer. Elle allait lui dire que c'était une erreur, qu'elle allait repartir. Je me plais ici, dit Rosaline. J'aime votre maison, j'aime les gens, j'aime le silence et l'espace. J'aime me réveiller en sachant que ma journée sera remplie de travail et non de servitude. Mais, répéta-t-il doucement, mais j'ai toujours peur. Peur que vous ne voyiez pas en moi qui je suis vraiment, que je ne sois pas à la hauteur de vos attentes, que dans 1 mois, ou 2, ou 1 an, vous réalisiez que vous avez fait une erreur. Thomas se leva, s'approcha d'elle et s'accroupit à côté de son fauteuil, pour que leurs yeux soient au même niveau. « Rosalie, regardez-moi, dit-il en attendant qu'elle tourne la tête. J'ai 52 ans.
Je ne suis pas un jeune homme qui tombe amoureux d'un joli visage et se lasse un mois plus tard. Je sais ce que je veux. Je veux une partenaire. Je veux une femme qui ne fuira pas quand les choses deviendront difficiles. Je veux quelqu'un qui sera là non pas parce que je suis riche ou beau, mais parce que nous construisons quelque chose ensemble. Mais je ne sais pas comment être une épouse, avoua-t-elle. J'étais une gouvernante. Je sais tenir une maison, cuisiner, nettoyer. Mais être une épouse, c'est plus qu'un simple travail. Je ne sais pas comment être un mari, répondit Thomas. J'ai été seul toute ma vie. Je ne sais pas partager mon espace. Je ne sais pas tenir compte des désirs de quelqu'un d'autre que les miens. Mais je veux apprendre. Si vous êtes pas prête à apprendre avec moi. Rosaline le regarda longuement, et il vit la peur et l'espoir se battre dans ses yeux. Je ne suis pas une beauté, murmura-t-elle. Je suis ordinaire. 34 ans, et je l'ai fait. Et moi je suis un vieil homme aux cheveux gris, dit Thomas en prenant sa main. Avec des rides et un mal de dos le matin. Mais vous savez quoi? Ça m'est égal. Parce que quand je lisais vos lettres, je ne suis pas tombé amoureux d'un visage. Je suis tombé amoureux de la personne qui les écrivait, de son honnêteté, de sa force, de son désir de vivre vraiment. Des larmes brillèrent sur ses cils. Vous êtes tombé amoureux? Je tombe amoureux, corrigea-t-il. Ce n'est pas un processus rapide à mon âge. Mais oui, je sens que ça commence. Et je veux savoir, ressentez-vous la même chose? Rosaline resta silencieuse, puis hocha lentement la tête. Oui, je le ressens. Ça me terrifie. Mais oui. Thomas se leva, l'attira à lui et, pour la première fois, la serra vraiment dans ses bras. Elle était chaude, douce, réelle entre ses bras. Sa tête se posa sur sa poitrine et il sentit son souffle à travers sa chemise. « Alors, restez » lui murmura-t-il dans les cheveux. « Pas comme une invitée, pas pour une période d'essai. Restez comme une femme qui a décidé de nous donner une chance. Et si ça ne marche pas, alors nous nous séparerons honnêtement et avec respect. Mais essayons au moins. » Elle leva la tête et le regarda de bas et en haut. « D'accord, je reste. » Une semaine plus tard, ils se rendirent chez le pasteur. La petite église de Miller's Ridge était simple, en bois, avec un vitrail au-dessus de l'autel. Le pasteur Wilson, un homme âgé aux yeux bienveillants, les accueillit chaleureusement. « Alors, vous avez décidé de vous marier ?» demanda-t-il quand ils eurent expliqué le but de leur visite. « Oui, » dit Tomé en regardant Rosaline, « si elle est d'accord. »« Je suis d'accord, » dit fermement Rosalin. « Alors nous devons parler, » dit le pasteur en désignant les bancs. « Du mariage. De ce que vous attendez l'un de l'autre. » Ils passèrent 1 heure à discuter. Le pasteur posait des questions, non pas des questions pièges, mais des questions honnêtes, visant à ce qu'ils se comprennent mieux. Sur la foi, les enfants, la manière de résoudre les conflits, les finances, l'avenir. « Vous avez une histoire inhabituelle, » dit le pasteur à la fin. 2 personnes qui se sont rencontrées par lettres. Mais vous savez quoi? Parfois, les lettres révèlent une personne mieux que des années de fréquentation en face à face. Dans les lettres, il est difficile de faire semblant. « Nous n'avons pas fait semblant, » dit Rosaline. « Ni lui, ni moi. Je le vois. Et je vois qu'il y a une base réelle entre vous. Le respect, l'honnêteté, le désir de construire ensemble. L'amour viendra si vous y travaillez, » sourit le pasteur. « Quand voulez-vous célébrer la cérémonie ?» Ils échangèrent un regard. « Bientôt, » dit Thomas. « Mais pas demain. Nous voulons que Rosaline s'installe d'abord, qu'elle connaisse la région, qu'elle soit sûre. » « Dans 1 mois, » proposa Rosaline. « Parfait, le 1er février. Venez 1 semaine avant et nous discuterons de tout. » Ils passèrent notre Noël tous les 2.
Madame O'Hara les avait invités, mais Thomas avait poliment décliné. Il voulait passer cette journée uniquement avec Rosaline. Le matin, ils allèrent en forêt chercher un sapin. La neige leur arrivait aux genoux, mais Rosaline ne se plaignit pas. Elle marchait à ses côtés, les joues roses de froid, les yeux brillants. « Celui-là, dit-elle en désignant un sapin élancé, il est parfait. » Thomas coupa l'arbre, et ils le ramenèrent ensemble à la maison. Ils l'installèrent dans un coin du salon et le décorèrent avec le peu qu'ils avaient. Des pommes de pin, des rubans rouges que Rosaline avait achetés en ville, des jouets faits de maison. Le soir, ils étaient assis près de la cheminée, et Thomas sortit une petite boîte. « Et c'est pour vous, dit-il en la tendant à Rosaline. Un cadeau de Noël. » Elle ouvrit la boîte et eut un hoquet de surprise. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or, pas une alliance, mais une jolie bague, avec une petite pierre bleue. « Thomas, c'est trop. Elle appartenait à ma mère, dit-il doucement. C'est la seule chose qui me reste d'elle. Je veux que vous l'ayez. » Rosaline regarda la bague, puis lui, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi précieux. Si vous le pouvez, parce que vous êtes précieuse pour moi. » Elle passa la bague à son doigt, et elle lui allait parfaitement. Puis elle se pencha et l'embrassa, pour la première fois depuis son arrivée. Le baiser fut doux, timide, plein d'hésitation et de promesses à la fois. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux plus vite. « J'ai aussi un cadeau pour vous, » dit Rosaline en se levant et en sortant un paquet de la poche de son tablier. Ce n'est pas grand-chose, mais... À l'intérieur se trouvait une écharpe tricotée, bleu foncé, chaude, avec des mailles régulières et soignées. « Je la tricotais le soir, à Boston, » expliqua-t-elle, en me préparant à venir. Je pensais qu'il faisait froid dans le Montana et que vous auriez besoin d'une écharpe chaude. Thomas passa ses doigts sur la laine douce. Elle avait tricoté cela pour lui. Des mois auparavant, sans même savoir si leur rencontre aurait lieu. Elle avait tricoté, et elle y avait cru. « Merci, » dit-il d'une voix rauque. « C'est le plus beau cadeau que j'aie jamais reçu. » Ils se rassirent près de la cheminée, et Rosaline posa sa tête sur son épaule. Thomas la serra contre lui, et ils restèrent ainsi longtemps, regardant le feu et écoutant le silence de la nuit d'hiver. « Thomas, » dit-elle doucement, « je n'ai plus peur. »« Vraiment ? » ?»« Eh bien, peut-être un peu, mais pas comme avant. Maintenant, j'ai une bonne peur, celle qu'on ressent avant le début de quelque chose d'important. »« J'ai peur aussi, avoua-t-il, mais je suis heureux que nous ayons peur ensemble. » Elle leva la tête et lui sourit. « Vous savez ce que j'ai compris ces derniers jours. L'âge, ce n'est pas le nombre d'années que vous avez. C'est la façon dont vous vivez. Vous vivez plus pleinement que beaucoup de jeunes gens. Vous avez créé ce ranch, cette maison, cette vie. Vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas baissé les bras. Vous continuez à construire. »« Et vous aussi, dit Thomas en lui touchant la joue. Vous non plus, vous n'avez pas abandonné. Vous auriez pu rester à Boston en sécurité, dans vos habitudes, mais vous avez décidé de prendre un risque. Nous avons tous les deux pris un risque, dit-elle en prenant sa main. Et il semble que le risque en vaille la peine. Le 1er février 1885, par une journée claire et glaciale, Thomas Kelly et Rosaline Thatcher se marièrent dans la petite église de Miller's Ridge. Les témoins étaient le docteur Marshall et Madame O'Hara, qui pleura pendant toute la cérémonie. Rosaline portait une nouvelle robe, couleur ivoire, confectionnée par une couturière locale, simple mais élégante. Ses cheveux étaient coiffés en boucles souples, et elle portait une fine chaîne offerte par Madame Marshall. Thomas portait son plus beau costume, gris foncé, avec une chemise blanche et une cravate. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Sa barbe taillée.
Quand le pasteur dit Thomas se pencha vers Rosaline et l'embrassa avec précaution, tendrement, comme quelque chose de précieux. « Madame Kelly », murmura-t-il quand ils se séparèrent. « Monsieur Kelly », répondit-elle en souriant. À la sortie de l'église, la moitié de la ville les attendait. Les gens les félicitaient, leur serraient la main, les embrassaient. Quelqu'un avait apporté une tarte, quelqu'un d'autre une bouteille de vin, d'autres simplement des mots gentils. Le jeune Daniel s'approcha de Thomas et lui tendit la main. « Félicitations, Monsieur Kelly, et encore une fois, pardon pour ce que j'ai dit. J'étais stupide. » « Vous s'est oublié, » dit Thomas en lui serrant la main. « Le meilleur est à venir, Daniels, pour vous aussi. » Quand ils retournèrent au ranch, désormais mari et femme, le soleil se couchait, colorant la neige de rose et d'or. Thomas aida Rosaline à descendre de cheval et la garda un instant dans ses bras. « Bienvenue chez vous, Madame Kelly. »« Chez moi » répéta-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. « Pour la première fois de ma vie, j'ai un vrai foyer. »« Nous » corrigea-t-il. « Nous avons un foyer. » Et ils entrèrent, et Thomas alluma la cheminée. Rosaline ôta son manteau, son chapeau, et ils s'assirent sur le canapé, non plus dans des fauteuils séparés comme avant, mais ensemble, blottis l'un contre l'autre. « Vous savez à quoi je pense ?» dit Thomas en regardant le feu. « Il y a 3 mois, j'étais un fermier solitaire de 52 ans qui craignait que la vie soit passée à côté de lui. Et maintenant, j'ai une femme, une partenaire, un avenir. Et moi j'étais une gouvernante sans foyer ni famille, dit Rosaline en posant sa tête sur sa poitrine. Et maintenant j'ai un mari, une maison, un endroit où j'appartiens. Nous avons tous les deux trouvé ce que nous cherchions, dit Thomas en l'embrassant sur le sommet de la tête. Pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Ils restèrent ainsi jusqu'à tard dans la nuit, planifiant l'avenir. Rosaline voulait planter un potager au printemps. Thomas prévoyait d'agrandir la grange. Ils parlèrent d'éventuels enfants, peu probables à leur âge, mais pas impossibles. Ils parlèrent de la façon dont ils travailleraient ensemble, construiraient le ranch, créeraient une vie. Et quand ils montèrent enfin, dans la chambre qui était désormais la leur, Thomas s'arrêta à la fenêtre et regarda le ciel étoilé. « Merci », murmura-t-il dans la nuit, « pour cette seconde chance, pour le fait qu'il n'est pas trop tard. » Rosaline s'approcha de lui par derrière et l'enlaça. « Et il n'est jamais trop tard pour l'amour, » dit-elle doucement. « Il m'a fallu 34 ans pour le comprendre. Et vous, 52. Mais nous avons compris. Et c'est le principal. » Thomas se tourna vers elle, prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Profondément, passionnément, avec tout l'amour qui s'était accumulé en lui pendant des années. Quand ils se couchèrent, Rosaline se blottit contre lui, et il la serra dans ses bras, sentant la chaleur de son corps, écoutant sa respiration se calmer à l'approche du sommeil. « Je t'aime », murmura-t-il dans l'obscurité. « Je t'aime aussi », répondit-elle d'une voix endormie. Et cette nuit-là, Thomas Kelly ne s'endormit pas comme un homme solitaire craignant la vieillesse. Il s'endormit comme un mari heureux, sa femme dans ses bras, un avenir devant lui, avec la preuve que l'amour n'a pas d'âge, que 52 ans, ce n'est pas la fin, c'est le début.